Salut à tous et bienvenue dans le débrief sur Full Attack. 5 réactions sur le petit brin de folie qui s'est emparé de l'inédite manche de Coupe du Monde de la Tuile 2025. Par le passé, il y a déjà eu des manches de Coupe du Monde à la Tuile. Alors, Coupe du Monde, entre guillemets, c'était des Enduro World Series et c'était de l'enduro. Mais on est bien d'accord, la descente, c'était la première fois qu'elle se produisait sur les pentes face au Mont Blanc. Et je sais pas vous, mais ça fait du bien d'avoir une piste 100% neuve. Ça rajoute un petit côté curiosité, une petite excitation, une petite part d'inconnu de se dire à quoi il faut s'attendre, qu'est-ce qu'on va avoir comme surprise en piste, sur quoi la course va se jouer. Ça, c'est des questions qu'on se pose à chaque manche de Coupe du Monde, mais elles prennent encore une autre dimension quand la piste est toute neuve, toute nouvelle, 100% fraîche. Je sais pas vous, mais moi je pense que c'est quelque chose qu'on devrait avoir au moins de garantie une fois dans la saison. D'ailleurs, si ça avait lieu, ça voudrait dire que le sport serait en bonne santé. Ça voudrait dire que chaque année, il y a des nouveaux spots qui veulent proposer une piste digne d'une manche de Coupe du Monde. Alors cette année, ça aura lieu une deuxième fois en fin de saison à Lake Placid. Ce sera l'avant-dernière manche de la saison, juste avant la finale au Mont-Sainte-Anne. C'est super intéressant parce que ça demande au pilote et à son staff tout un travail d'apprentissage supplémentaire par rapport aux manches de Coupe du Monde où la piste est déjà connue depuis au moins l'an dernier, voire plusieurs années. Ça, c'est facile à dire, mais c'est pas moi qui le dis. C'est Aaron Gwin, par exemple, et d'autres qui se sont rendus compte, pendant les recos, qu'il allait falloir utiliser la GoPro pour pouvoir regarder leur run en remontant pour le prochain. D'autant plus qu'à la Tuile, il y a une petite particularité, c'est qu'il y a pas mal d'endroits qui se ressemblent les uns des autres. Et que quand on apprend la piste, c'est pas évident de savoir si c'est celui-ci ou celui-là qui arrive juste après. Et ça, pourtant, ça a son importance parce que même si tout se ressemble, chaque passage, chaque endroit a sa petite nuance, a sa petite spécificité et a le petit détail qu'il faut bien maîtriser pour poser le run parfait le dimanche en finale. Donc il commence déjà là le petit brin de folie, la petite incertitude sur la connaissance qu'on a réellement de la piste. C'est un challenge sur les pilotes quand ils sont sur le vélo et c'est un challenge pour nous aussi quand on en est à les suivre pour vraiment bien se repérer et savoir où on en est. Bon, mais le brin de folie, il est aussi apporté par la piste elle-même. Alors on l'a dit en présentant le week-end, la Tuile, c'est en passe de devenir la piste la plus pentue de la saison. Devant Val d'Isole. Val d'Isole, 24% de pente moyenne, la Tuile, 28% de pente moyenne. Pourtant, c'est pas les deux mêmes pistes. On a beau être en Italie, on a beau être dans le massif de l'Arc Alpin, c'est pas exactement le même terrain et c'est de toute façon pas exactement le même tracé. Ce qui fait la spécificité de la piste à la Tuile, c'est ses passages droits dans la pente. C'est ce genre de piste où il faut viser l'appui qui est en bas et sur lequel il faut pouvoir compter parce que jusque-là, il y a zéro maîtrise ou dans tous les cas, on sait qu'on prend de la vitesse et qu'on ne pourra pas s'arrêter avant l'appui qui est là-bas en bas et qui va nous faire tourner ou à gauche ou à droite. C'est ça, la Tuile. C'est une piste où, sur plusieurs parties, on vise, on tire et on va poser. Alors la portion droit dans la pente, ça peut être une bonne ligne droite bien lomie, ça peut être un goulet avec quelques virages relevés que les pilotes ont tendance à couper un petit peu, ça peut être pas mal de choses, mais dans tous les cas, c'est ce genre de piste qu'on a déjà tous rencontré en bike park et qui a vraiment sa petite spécificité et sa petite saveur, ces pistes montagnardes où on sait que là on va se mettre droit dans la pente et on va viser l'appui qui est là-bas en bas. On a tous déjà connu ça et c'est vraiment cool de retrouver ça en Coupe du Monde de descente. C'est facile pour nous de s'y identifier. Mais c'est pas tout. C'est pas juste une piste kamikaze où il faut savoir se lancer dans la pente et croiser les doigts pour que l'appui qui est en bas tienne. Fabien Barel nous l'a très bien dit dans son analyse de la piste. Plus on descend, plus il y a une nouvelle donne qui s'ajoute dans le run. C'est le fait que quand on a passé l'appui, on a des portions plates qui sont de plus en plus longues et de plus en plus importantes au fur et à mesure qu'on descend dans le run. Encore une fois, on l'a déjà vu sur Full Attack, les transitions, ces fameux moments où il faut savoir convertir une vitesse dans un sens à un autre, c'est hyper important. Et ça, c'est une autre caractéristique hyper intéressante de la piste de la Tuile. Parce que quelque part, on le verra plus loin dans ce débrief, c'est un élément clé de la course ce week-end. La Tuile, piste toute neuve, c'est aussi intéressant parce qu'il y a plusieurs challenges qui se dressent face aux pilotes. Le premier, c'est forcément la fraîcheur de la piste, le fait qu'elle évolue énormément. D'un passage à l'autre, les lignes ne sont jamais les mêmes et surtout, la terre en dessous va se creuser énormément. Il n'y a rien de tassé, il n'y a rien de très roulé jusque maintenant. Tout vole, tout est sujet à énormément d'érosion à chaque passage des pilotes. Donc forcément, c'est une piste qui se creuse et qui devient de plus en plus dure au fur et à mesure du week-end. L'autre challenge que ce genre de piste procure aux pilotes, c'est le fait de réussir à garder la vitesse, de trouver un certain flow. On n'est pas sur une piste qui est assez
constante en matière de vitesse et en matière de pente. On est sur quelque chose qui n'arrête pas de varier entre droit dans la pente, un appui, une portion à plat, on replonge, etc., etc. Dans ces conditions, c'est jamais évident d'être sur le bon rythme, de savoir planter les freins au bon moment, de savoir les relâcher au bon moment et de savoir garder la vitesse alors qu'il faut sans cesse être soit en appui sur le cintre, soit pousser sur les jambes, soit faire un peu les deux, soit passer de l'un à l'autre puis revenir à l'un, etc., etc. C'est jamais évident de trouver sa vitesse, son flow et vraiment de la fluidité dans ces conditions-là. C'est là que les meilleurs pilotes de Coupe du Monde de descente sont hyper forts et sont hyper impressionnants. J'ai entendu quelque chose dans le week-end que j'ai trouvé très intéressant pour résumer tout ça. C'est Neko Mulally de Frameworks qui l'a dit. La tuile, c'est une piste où ça se joue pas à celui qui freinera le moins. On est forcément obligé de freiner sur une piste avec tellement de pente. Mais c'est une piste où ça se joue à celui qui freinera le mieux. C'est-à-dire au bon endroit, avec la bonne intensité, pour bien se placer et pour bien garder la vitesse dans la section d'après. Je trouve que ça résume exactement le challenge que la piste de la tuile offre aux pilotes de Coupe du Monde. Reste maintenant à voir ce que chacun en a fait et ce que tout ça a offert comme terrain de jeu pour cette 5e manche de Coupe du Monde de la saison 2025. Eh ben, c'est justement ce qu'on va voir dans la suite de ce débrief. Let's go! Words go here. We've got no idea what you're thinking when you're doing this. How can you put into words a feeling that defies definition? So, yeah, words go here. The all-new Speedframe RS. Depuis le début de ce débrief, je vous parle du petit brin de folie qui s'est emparé de la manche de Coupe du Monde de la tuile 2025. Et bien ce petit brin de folie, on l'a retrouvé d'entrée de jeu chez les juniors. D'entrée de jeu même chez la compétition féminine des juniors. Ça, c'est quand on met côte à côte les runs de Aletta Hautsgaard qui s'impose et de Rosa Zierl qui est leader du classement et qui fait 2. Chez la deuxième, on sent un run plein de contrôle, plein de précision, plein de maîtrise, plein de prudence aussi. C'est clairement un run de championnat, un run qui est là pour marquer des points, qui est là pour assurer une belle place sur le podium, qui est là pour garder le maillot, mais pas nécessairement le run qui est là pour la gagne. Ou en tout cas, c'est un run qui gagne si toutes les autres font des erreurs, mais c'est pas un run qui va chercher la gagne. Et quelque part, quand on en est à mi-saison, à la 5e manche de l'année, ça se comprend tout à fait. Et c'est ce qu'il faut faire quand on est dans la position de Rosa. Mais à côté de ça, on a le run d'Aletta Hautsgaard qui vient clairement contraster et qui montre toute la folie et tout l'engagement dont il faut faire preuve sur cette piste. C'est intéressant parce que Aletta, en début de saison, on l'a vu gagner des courses devant des élites, alors qu'il ne faut pas oublier qu'elle est première année junior. Mais Aletta, jusque-là, en Coupe du Monde, elle avait remporté aucune manche junior. On sait donc qu'elle a le potentiel pour faire des temps qui peuvent être concurrentiels chez les élites. On l'a vu en qualification, on l'a vu aux essais. On sait clairement qu'elle a cette capacité-là, qu'elle a ce potentiel-là, mais jusqu'à maintenant, Aletta avait un petit peu galéré à le concrétiser, ne serait-ce que par une victoire en Coupe du Monde que tout le monde lui promet depuis un petit moment maintenant. Et bien ça y est, c'est fait. Et avec la manière. Alors, quelle manière justement? Et bien, ce fameux brin de folie dont on parle depuis le début. Parce que quand on regarde son run, clairement, elle est à l'aise, techniquement, elle engage, elle prend des risques, elle est à l'initiative. C'est très beau à voir. Mais on voit aussi qu'à plusieurs moments, elle se met des chaleurs. La limite est jamais très loin entre ce qu'elle initie et ce que le vélo l'embarque. Et forcément, quand on la regarde, on se met à sa place et on se dit « Ouah, là, elle s'est fait une chaleur. Ouh, là aussi, elle s'est fait une chaleur. » C'est pas loin d'aller au-delà de la limite, notamment dans les secteurs du bas,
où clairement on sent que la fatigue pourrait venir et prendre le dessus et faire lâcher une main, faire un petit écart, mais ça passe. Et c'est beau parce qu'on le verra à la fin de ce débrief, c'est dans ces secteurs-là que ça joue. Au final, ça fait un temps en 4,08 et des poussières, ça fait un top 10 chez les élites. Alors, on n'en est pas encore là, chaque chose en son temps, on l'a dit, il faut faire les choses les unes après les autres, mais dans tous les cas, ça gagne en junior et c'est un sacré run, ça plante le décor et ça promet pour la suite. La suite, justement, c'est la course des garçons chez les juniors. Et là aussi, il y a un sacré brin de folie qui s'est emparé de la compétition. Ça a commencé dès le passage de Tyler Waite, qui a clairement fait monter d'un cran l'intensité de la course. Ça s'est clairement vu dans son début de run, après la première pâture, quand il rentre dans le premier petit bois, notamment ces deux enchaînements de virages où on peut jumper entre les deux, et la sortie avec la souche, la traversée, et comment on va chercher le wall ride pour en ressortir et faire ce dernier virage en dévers avant de vraiment plonger dans la forêt. Là, on a clairement senti une certaine intensité, on a clairement senti des manuals, des jumps. Voilà, ça y est, il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'on est venu attendre, il y a de l'énergie, ça engage quoi. Tout ça c'est bien beau, mais il faut concrétiser ensuite. C'est souvent comme ça chez les juniors, ça part avec beaucoup de fougue, et puis à la première erreur ou à la première difficulté, ça baisse d'un ton, ça rentre un peu en mode sécurité. Et bien, s'il y en a un qui a bien réussi à concrétiser et qui a emmené tout ça jusqu'au bout, c'est Till Halloran, qui était clairement sur le fil du rasoir pendant toute la descente, mais qui a pris tous les risques. C'est pas moi qui le dis, mais en termes d'engagement, c'est Amaury Pierron qui a fait le retour après sa propre course en disant « Ouais, j'ai vu le run de Till avant de faire la mienne et ça m'a donné énormément d'énergie. » C'est clair que de l'énergie, il y en avait à plusieurs moments. Il y a de quoi te faire lever sur le canapé et te faire grimper au plafond tellement c'est sur la limite. Ça prend tous les risques. Il est là aussi le brin de folie qu'il faut pour gagner à la tuile, clairement. D'ailleurs, une fois de plus, ça fait le contraste par rapport aux principaux concurrents. Si on prend Asa, Vermette, et Max, Halloran, on sent que ces deux-là, ils ont plus dans un coin de la tête une réflexion à plus long terme sur un classement général, sur un titre de champion du monde, sur une saison ou une carrière à construire. Dans tous les cas, on les sent un petit peu plus dans le contrôle, dans la retenue, dans la maîtrise, mais il en faut un petit peu plus. Quand on rentre dans sa puff, dans un appui, il faut y aller pour être certain que ça tienne, pour aller chercher la terre et pour aller chercher ce qu'il y a d'appui au fond. Si on y va avec un petit peu plus de retenue, un petit peu plus de légèreté, parfois le vélo se contente de continuer à flotter là-dedans et c'est ce qui nous envoie dehors. D'ailleurs, ça rate pas, on voit que Max finit par faire une erreur dans le troisième secteur, exactement à un des endroits clés de cette piste. Et ça, on le verra à la fin de ce débrief aussi. Sur une piste avec de la pente, souvent, on a tendance à dire que les pilotes qui sont les plus légers et les plus fins ont un petit avantage parce qu'ils peuvent corriger et qu'ils sont un petit peu plus agiles. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que sur une piste si fraîche comme ça, si meuble, à un moment, il faut savoir planter le vélo pour qu'il prenne vraiment un appui et qu'il sache changer de direction. Il faut savoir mettre du poids dessus, il faut savoir engager et y aller clairement. Parfois, il faut se donner à fond, à 100%, voire un tout petit peu plus pour que ça passe. Et c'est clairement ce que Till a réussi à faire. Deuxième victoire de rang pour lui. Et le voilà maintenant avec le maillot de leader de la Coupe du Monde pour la manche d'Andorre qui arrive très vite. Allez, on continue ce débrief en parlant du petit brin de folie qui s'est emparé de la manche du Coupe du Monde de descente de la tuile, en parlant de la compétition féminine. C'est le bon moment parce que on commence à avoir une compétition qui arrive à maturité. Maturité, pourquoi? Parce qu'on l'a vu au résultat des qualifs, il y a 5 filles qui se détachent clairement du lot par rapport aux autres. Nina Hoffman, Vali Hall, Tennessee Grave, Gracie Hemstreet et Camille Balanche. Alors forcément, on n'oublie pas les autres, notamment Marine Cabirou qui a gagné à Val d'Isole il y a 15 jours et qui pourrait avoir sa place dans ce quintet de tête. Mais ici, ce sont ces 5-là qui se détachaient et qui ont clairement fait monter d'un cran l'intensité en piste. Ah, c'est ce qui donne aussi du frisson, quoi. Et quelque part, là aussi, c'est logique, on en est à la 5e manche de la saison, on est au cœur de la saison, c'est là que les favorites, c'est là que les plus fortes se distinguent, clairement. Et cette fois-ci, parmi ces 5-là, on va parler de Nina Hoffman, qui a clairement sorti une masterclass de vélo dans la pente. Un truc de dingue. C'est magnifique à voir. C'est d'autant plus intéressant que sur Full Attack, on connaît le vélo sur lequel elle roule, le V10, on l'a passé à l'essai, et on sait le tempérament qu'il a. On sait que c'est un vélo qui a énormément de jus. Ça veut dire que dès qu'on charge un petit peu le boîtier, le vélo prend énormément de vitesse facilement par lui-même. C'est intéressant quand on est sur une piste en faux plat descendant, parce que le moindre mouvement de terrain peut être mis à profit pour générer de la vitesse, mais quand on est dans la pente comme à la tuile,
c'est pas forcément évident parce que c'est un vélo qui peut avoir tendance à pousser au cul. J'entends par là que si on subit un petit peu les mouvements de terrain, qu'on a tendance à se faire un petit peu embarquer et que du coup on n'est pas forcément maître exactement de la pression que son propre poids exerce sur le vélo, on peut vite rentrer dans un espèce de run un petit peu saccadé où on va trop freiner, on relâche, on tasse le vélo en reprend, on refreine, etc., etc. Il faut être vachement fin dans la maîtrise de ses freins, dans la maîtrise de ses placements, dans la maîtrise de l'engagement qu'on met. Et clairement, quand on regarde le run de Nina Hoffmann, c'est ce qui saute aux yeux. Elle a une maîtrise, elle a une précision et elle trouve une fluidité dans la pente à la tuile sur ce vélo qui est clairement impressionnante. Masterclass. Et clairement, c'est ça qui lui permet de gagner. En tout cas, c'est ce qui lui permet de faire toute la première partie de la piste, la plus fraîche, la plus brouillonne, on va dire, la plus imprécise, la plus compliquée à passer. Elle reste vraiment maître. Elle se fait pas embarquer par la piste, elle se fait pas embarquer par l'imprécision qu'il peut y avoir dans les appuis. Et dans la deuxième partie qui est certes plus poussiéreuse, mais qui est quand même un petit peu plus lisible, on va dire, elle est dans les bons temps, elle est dans le bon tempo, elle est dans le bon timing à chaque fois. Et elle finit par faire la différence dans le troisième secteur. Qu'est-ce qu'il y a dans cette deuxième moitié de la piste? Et bien ça, on y reviendra à la fin de ce débrief. Mais avant ça, on va parler de la rivalité qui commence à s'installer dans les propos et dans la manière d'aborder la course chez les élites garçons. It's time for a new challenge. To bring our passion, our engineering, our DNA to downhill. A new bike, but not a new story. Just the next step in a long journey. Since the start, we've reinvented the path. From tradition to change, from road to mountain, from innovation to excellence. We push limits. We evolve. We create. We redefine. It's what we do. Drawn to the relentless evolution of competition. It's inevitable. It's in our nature. Until this, not just a bike. The pinnacle of our journey. Everything sums up. Il y a une certaine rivalité qui est clairement en train de s'établir à la tête du classement général de la Coupe du Monde chez les élites garçons. Cette rivalité, c'est pas moi qui en parle, c'est Loris Vergier et Loïc Bruni directement dans leur feedback d'après-course. Pourquoi? Parce que Jackson Goldstone en est à 4 victoires de rang et que forcément ça met les crocs. D'autant que Loris Vergier et Loïc Bruni étaient venus sur la piste de la Tuile pour faire leur feedback, pour participer à l'élaboration du tracé et que forcément on pouvait se dire dans un coin de l'esprit que ces deux-là avaient une petite idée de à quoi s'attendre et de comment préparer la course. Et ouais, sauf que Jackson, il est en pleine lancée, il est en pleine confiance et que après 3 victoires de rang consécutives, forcément la confiance est là pour en ajouter une 4e et enfiler ça comme des perles. Depuis le début de ce débrief, on parle d'un brin de folie et il y en a un de brin de folie dans le run de Jackson Goldstone. À plusieurs endroits, Jackson est un peu à la limite et je dirais même qu'il est un petit peu plus à la limite qu'à Val d'Isole il y a 15 jours où on avait l'impression qu'il maîtrisait le fait de faire des erreurs. Ça, on en a déjà parlé dans le débrief. Cette fois-ci, je l'ai senti vraiment plus à la limite. À différents endroits, je me dis, voilà. Mais je l'ai aussi senti un petit peu plus dans le contrôle, dans la maîtrise. La Tuile, c'est une piste qui mérite un brin de folie, on le dit depuis le début de ce débrief, et clairement, Jackson Goldstone, quand on le voit à Val d'Isole cette année et il y a 2 ans, quand on le voit à Loudunvielle cette année aussi, on se dit que ouais, il est capable d'un brin de folie. Et pourtant, là, je l'ai senti plus dans la maîtrise, dans le contrôle. Peut-être un petit peu plus dans un début de calcul pour réussir à atteindre ses objectifs et à cocher le général de la Coupe du Monde, le record de victoires d'affilée, le record de victoires en une saison, bref, ce genre de choses-là dont un Jackson Goldstone peut se nourrir. Et alors, si je dis ça aussi, c'est parce que finalement, il y a un certain contraste qui s'établit entre son run, à la Jackson Goldstone, avec le style qu'il a et tout le côté spectaculaire que ça peut avoir, mais finalement, ce run-là, mis à côté de celui de Loris Vergier, ce qui est le plus étonnant, c'est de se dire que c'est presque Loris Vergier qui est le plus spectaculaire, qui est le plus créatif, qui est le plus agressif, qui est le plus incisif en piste. Alors que d'habitude, Loris Vergier, c'est plutôt le métronome, c'est plutôt comme Troy Brosnan, c'est les monsieur propres du circuit. C'est ces pilotes-là qui sont toujours dans le beau geste, dans la précision, dans la fluidité, dans la propreté, qui font que ça gagne pas toujours, mais quand ils finissent deuxième, on se dit que eux ont fini deuxième en étant hyper propres, hyper sécures, et qu'ils n'ont pas pris tous les risques de celui qui gagne. Loris Vergier, on a l'impression, clairement, moi, quand je regarde son run, j'ai le sentiment qu'il a pris tous les risques.
qui tape des inters, qui tire des trucs que personne d'autre ne tire. C'est super intéressant parce que ça veut dire qu'il y a de la confiance qui vient et qui est en train d'être construite patiemment chez Loris. Une confiance qu'on ne sent pas forcément toujours chez lui, mais qui là s'est exprimée. Et qui lui a donné les bases pour faire quelque chose d'hyper créatif, d'hyper enthousiaste en piste. De l'enthousiasme, de toute façon, il va en falloir pour battre un Jackson Goldstone qui est clairement sur un move incroyable. Et cet enthousiasme-là, on pourrait bien le trouver chez Loris Vergier et chez Loïc Bruni. Ils l'ont dit eux-mêmes dans leur feedback d'après-course, la prochaine, c'est en Andorre. Et ça arrive très vite parce que la course a eu lieu dimanche, que tout le monde voyage lundi, que mardi c'est journée off et que mercredi tout le monde est de retour pour le track walk. Cette piste en Andorre, Loris Vergier et Loïc Bruni, ils ont un contact un petit peu particulier avec. Loris Vergier, il a gagné les championnats du monde sur cette même piste l'an dernier. C'est pour ça qu'il porte le maillot arc-en-ciel à l'heure actuelle. Donc il a de bons souvenirs sur ce tracé. Et Loïc Bruni, justement, il arrive en Andorre avec le petit goût de revanche. Parce que l'an dernier, il était en avance aux inters avant de pulvériser un appui, de finir par terre et de passer à côté d'un 6e maillot de champion du monde, je crois. Dans tous les cas, ces deux-là sont résidents en Andorre, ils connaissent la piste et on sait qu'ils ont à cœur de bien faire dessus. Et ça tombe bien parce qu'un autre qui aura forcément à cœur, c'est Jackson Goldstone. Jackson, 4 courses d'affilée remportées, il égale le record d'Aaron Gwin. Il en remporte une 5e, il passe devant au nombre de victoires d'affilée en Coupe du Monde sur une saison et il égale l'autre record d'Aaron Gwin, celui du nombre de victoires en une seule saison. Donc forcément, tout ce petit monde-là va surfer sur le petit brin de folie issu de la tuile pour la manche d'Andorre, mais petit brin de folie, il y en a un dernier dont il faut qu'on parle à propos de cette manche de la tuile, et c'est ce qui s'est passé au cœur des secteurs 3, 4 et 5. Ça, c'est le dernier point de ce débrief, on en parle très vite. Allez, dernier point de ce débrief de la manche de Coupe du Monde de descente de la tuile 2025, on va parler du cœur de la piste, de ce qui se situe entre les secteurs 3, 4 et 5. Parce qu'on le dit depuis le début de ce débrief, c'est là que toutes les compétitions se sont jouées. Si on regarde les courbes, si on regarde chez les filles juniors, là où Aletta Hautsgaard commence vraiment à être dans le dur, si on regarde chez les juniors garçons, là où Max tombe, par exemple, et laisse échapper la victoire. Si on regarde là où Nina Hoffman crée l'écart et prend vraiment de l'avance sur ses autres concurrentes. Et enfin, chez les garçons, les élites, si on regarde là où Jackson finit par rattraper son retard et passer devant Loris Vergier, à chaque fois, ça se situe quelque part dans les secteurs 3, 4 et 5. Il y a quoi dans ces secteurs 3, 4 et 5 ? Dans le secteur 3, on sort de la partie haute de la piste hyper fraîche, hyper loamy, et on rentre dans cette section de piste plus poussière volcanique, plus poussière grise. On change de terrain, on change de lecture. Mais surtout, comme l'a très bien dit Fabien Barrel dans son analyse de la piste, c'est là qu'on commence à rentrer dans cette fameuse partie de piste où il y a des secteurs dans la pente dont il faut convertir la vitesse dans les appuis pour faire des traversées à plat. Changement de rythme, transition, forcément, c'est là qu'il y a des choses à gagner, c'est là qu'il y a des différences à faire. Quand je parle de petits brins de folie, c'est aussi parce que dans ce secteur 3, dans un talus comme il y en a mais des dizaines sur cette piste, Jackson Goldstone casse sa jante. Il y a un rocher qui dépasse, pareil, comme il y en a des milliers sur ce tracé. Il pose dessus, il casse la jante, il entame le pneu, il perd de l'air. Dans 99,9% des cas, c'est le genre de choses qui, comme Ronan Dune à Loudunvielle par exemple, terminé bonsoir, course pliée, on se gare en bisone et puis on laisse les autres passer quoi. Bon là, Jackson c'était le dernier en piste et lui, clairement, c'est pas le genre de truc qui l'arrête. C'est d'autant plus dingue que c'est presque à partir de ce moment-là que finalement il fait la différence sur les autres. Et c'est d'autant plus dingue que la différence, il l'a fait ensuite au cœur du secteur 4 et 5, et qu'en fait les secteurs 4 et 5, c'est exactement là qu'il y a le premier vrai passage plat, voire la légère remontée où il faut pédaler. C'est-à-dire Jackson, lui, il arrive avec un pneu à plat ou en perte de pression à cet endroit-là, et il convertit quand même de la vitesse et il gagne quand même. What the fuck ? Je veux dire, où est-ce qu'il va nous chercher ça, quoi ? C'est fou. Alors forcément, ça l'amuse sur la ligne d'arrivée, mais moi, forcément, je peux pas m'empêcher de me dire, attends, cette section-là, ça aurait donné quoi s'il était rentré avec un pneu arrière à la bonne pression, quoi.
Bref, je pense qu'en faisant le débrief de la tuile, on a aussi pas mal planté le décor pour la manche de Coupe du Monde d'Andorre. C'est la prochaine manche de Coupe du Monde, on en reparle très vite sur Full Attack dans le débrief. Merci de votre attention, à la prochaine, ciao ciao.